Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons? Hello, ça va Jérôme? Ça va Hugo? Tout le monde va bien, j'ai l'impression. Est-ce que tout le monde va bien? Vous pouvez me le confirmer? Je te confirme que tout le monde va bien. Et je crois qu'on a oublié quelqu'un. Effectivement, épisode spécial encore cette semaine avec un invité de choix. Nous recevons Paul Vengeon. Comment vas-tu Paul? Hello à tous, écoutez, ça va super bien. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de recevoir. Depuis l'autre bout du monde. Yes, c'est ça. Alors, Paul, on va changer de format par rapport à ce que l'on délivre d'habitude. On va vraiment partir sur une découverte de ton profil, de ton expérience, de tes succès, etc. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de tes débuts ainsi que de ton parcours, Paul, s'il te plaît? Yes, carrément, avec plaisir. En fait, mes débuts, on va dire, dans l'indépendance, le freelancing et le web en général, c'est venu un peu avec la première vague de Covid, premier confinement, où je voulais vraiment faire quelque chose de mon temps libre. Et en fait, j'avais un ami à l'époque qui faisait de la rédaction web. Et donc, il me disait, voilà, moi je fais un peu de rédaction pour des clients. Donc, en l'occurrence, c'était des consultants SEO, c'est ce qui est assez marrant. Ouais. Et donc, j'avais commencé à faire pareil que lui. Et donc, mes tout premiers clients, c'était des clients en rédaction web que je trouvais sur des groupes Facebook. Okay. Donc, des groupes Facebook type SEO, netlinking, digital, tout ça. Et donc, je leur envoyais des messages, etc. Et donc, petit à petit, j'ai fait de la rédaction. Et on va dire que au fil des années, j'ai plutôt progressé vers une vision plus stratégique, vraiment comprendre comment est-ce qu'on mène une campagne SEO, comment est-ce qu'on obtient des résultats en SEO, et plus focaliser uniquement sur l'aspect rédactionnel. Ok, parce qu'il me semble que, si je me trompe pas, juste avant, tu étais en alternance avant de te lancer en indépendant, c'est ça? Ouais, alors en fait, il y a une petite subtilité, c'est que je l'ai fait en parallèle. C'est-à-dire que en fait, il y a vraiment une période où je jonglais un peu entre mes examens, mon alternance en agence SEO qui m'a beaucoup appris, et puis la partie plutôt freelance où j'arrivais à avoir, tu vois, peut-être 1 ou 2 clients sur le côté, mais bon, pas plus, quoi. Il y a certains profils ici qui se reconnaissent. Ouais, on est là, on est ensemble. Eh ben écoute, c'est super. Est-ce que tu veux en amener davantage ou est-ce que je pars sur ma prochaine question telle le monsieur Non, qui pose des franchement, questions? tu peux partir sur la prochaine question. Dans tous les cas, j'aurai plein d'aspects, je pense, à dérouler au fil du podcast, donc avec plaisir. Ok, ça marche. Donc, tu nous as amené un petit peu ton background. Maintenant, tu es vraiment dans l'opérationnel avec pas mal de succès. Mais je vais te laisser choisir ce que tu souhaiterais évoquer. Donc, est-ce que tu auras un projet dont tu es particulièrement fier ou des réussites qui t'ont marqué? Ouais, écoute, moi, il y a un projet SEO qui marche très très bien avec un client. Alors, je sais pas si je peux le citer, donc je le citerai pas par précaution, mais en gros, c'est un bon acteur dans les compléments alimentaires, etc. Ah. Et donc, on sait en SEO que c'est quand même assez concurrentiel. Effectivement. Et franchement, c'est un super cas parce que en fait, je les ai référencés sur pas mal de mots-clés très génériques, donc des mots-clés qui sont tapés des 50 000 fois par mois à peu près, des choses comme ça, sur des guides plutôt informationnels. Donc typiquement, je vais te prendre un exemple qui est faux, mais je sais pas, ça pourrait être par exemple la protéine en poudre, qu'est-ce que la protéine en poudre, des guides autour, etc. Okay. Et donc en gros, on a mené toute une stratégie comme ça où on s'est référencé sur à chaque fois les mots-clés vraiment génériques recherchés. Évidemment, il y a un aspect très héroïste derrière puisque l'internaute, il va arriver sur un guide informationnel, mais évidemment, il y a plein de call to action vers les produits que le client propose. Et donc, au final, ça nous donne quelque chose d'assez bien, ou une grosse stratégie d'entonnoir, en fait, où on capte beaucoup de trafic plutôt qualifié, qui se renseigne sur les produits, et on les envoie vers nos produits à nous, en fait. Ouais, qui se transforme. Donc, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Et c'est un super projet parce que en interne, ils ont des rédacteurs, tu vois, mais c'est pas de simples rédacteurs. En fait, c'est des gens qui sont vraiment nutritionnistes, etc. Donc, la qualité de l'information est top. Et t'ajoutes à ça une vision stratégique SEO avec quelqu'un comme moi qui va leur fournir des briefs, qui va leur dire, en gros, voici les aspects à aborder dans le texte. Et ça donne vraiment quelque chose qui marche super bien. Donc ça, c'est, je dirais, un de mes meilleurs case studies. Et je travaille avec eux depuis plus d'1 an maintenant et ça se passe super bien, quoi. Ok, top. J'ai vu aussi sur LinkedIn que récemment, tu avais fait un petit partenariat avec SEMrush, Ah oui, effectivement. dont on a déjà parlé. Nous, on a évoqué quelques outils digitaux, dont SEMrush, qui est
je dirais, incontournables ou presque en SEO. J'ai Ouais, vu que tu avais collaboré avec eux. Pareil, j'imagine que ouais. ouais, c'est gros succès, grosse réussite. Ouais, alors en fait, avec eux, c'est plutôt un partenariat niveau, tu sais, un peu influence, visibilité. Ok. Ouais, C'est-à-dire que je me charge pas de leur SEO ou quoi, ouais. mais ils m'ont contacté par rapport à ça parce que justement, ils ont regardé mes contenus. Notamment, j'avais fait un post LinkedIn qui avait fait bien rigoler la chef plutôt marketing de SEMrush France. Ok. C'était un post, une vidéo sur la communauté SEO, un peu, parce qu'on sait que ça fait un peu débat, qu'il n'y a pas que des profils Ouais. hyper bienveillants. Et Mhm. bref, j'avais donné ma vision un peu transparente là-dessus. Et elle avait bien aimé, elle m'avait Ok. contacté. Et c'est vrai que depuis, on fait un peu des partenariats dans ce sens-là. Je fais des petits audits pour eux, des Donc tu jeux prends une concours, des trucs casquette comme ça. d'ambassadeur en fait. Bah, pas encore, mais en réalité, ils ont raison parce que en SEO, il y a quand même beaucoup de nouveaux profils dont je fais Ouais, partie, je c'est clair. pense. Et en tant qu'outil, c'est hyper stratégique de s'associer à eux, hein, Mhm. franchement. Clairement. Et au niveau des contenus, là, tu parlais de LinkedIn. Et du coup, si on parle vraiment de toi, de genre ta présence, ta visibilité digitale, genre t'es présent, donc nous, on le sait, beaucoup sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres canaux Ouais. sur lesquels tu développes? On a vu récemment, pareil, que tu as ouvert ton propre podcast. On fera une Ouais. petite passe D, on mettra d'ailleurs le lien en description pour Ah, voilà, ça fait plaisir. partager un peu. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres canaux sur lesquels voilà, tu partages, tu crées du contenu toi de ton côté? Ouais, en fait, bah, LinkedIn, c'était un peu mon premier canal où quand j'allais dessus, j'étais plus étudiant, tu vois, en Ouais. mode recherche d'alternance classique. Mhm. Et je voyais des profils comme Grégoire Gambato, par exemple, qui Hmm. communiquaient, qui a priori vivaient de ça. Leur business était poussé par leur audience LinkedIn. Et je trouvais ça incroyable. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai proposé des services plutôt B2B, au final, je me suis dit, mais c'est le réseau où il Ouais. faut que je sois. Donc ça, j'ai toujours un peu communiqué dessus. Là, c'est assez récent le fait que je publie quand même avec une bonne fréquence, genre 5 fois par semaine. Avant, je faisais plus, tu vois, au feeling, quoi, Ouais. dès que j'avais Mhm. un truc à dire. Maintenant, j'essaye plus de tenir une cadence. Et sinon, à côté de ça, il y a YouTube, où je fais des vidéos plutôt SEO, tutoriels, partage d'écran, où je montre un peu mon expertise. Donc, c'est un bon canal de réassurance, tu vois, pour les prospects qui voudraient bosser avec moi, typiquement. Ensuite, il y a Twitter. Là, j'ai aucune stratégie, c'est plus parce qu'il y a beaucoup de professionnels du SEO qui sont Mhm. sur Twitter au Mhm. final. Clairement. Donc, c'est plus pour l'aspect veille et puis rester en contact avec la communauté un petit peu. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Puis effectivement, le podcast que j'ai lancé récemment. Et j'avais aussi essayé TikTok, mais j'ai pas du tout aimé, donc j'ai arrêté Ouais. TikTok. Ouais, j'avais beaucoup de mal en fait à m'adapter au format. À C'est l'algorithme peut-être du qui était peut-être enfin, Ouais, un peu trop peut-être. aléatoire ou c'était plus au niveau de la création, Mm, c'était à quel niveau? non, c'est vraiment en fait, si tu veux, par exemple sur LinkedIn, pour faire des posts qui marchent beaucoup, tu vas raconter un peu ta vie, tu vas faire du Ouais. lifestyle, peut-être un peu exagéré, des trucs comme ça, mais encore ça va. Et mais TikTok, c'est vraiment, par exemple, si tu veux parler de SEO et faire un peu de vues, il faut que tu dises, voici une technique qui vous permet de gagner 10 000 Ah euros ouais. en Mhm. seulement 2 semaines. Enfin, tu vois, C'est pas faux. c'est très comme ça. Mhm. Et ça, j'ai vraiment du mal. Donc Il voilà. faut que tu restes sur les codes de TikTok, effectivement. Après, ce qui est cool, c'est que je vois sur ton YouTube notamment que tu n'as pas délaissé le vertical, tu as pas mal de shorts. Et Ouais, tu auras peut-être plus de facilité, effectivement, parce que tu auras une cible, une audience, on va dire, avant même de parler de cible plus large. Mais c'est vrai que TikTok, c'est bien pour de la visibilité, puis après rediriger vers tes canaux où tu es le plus présent. D'ailleurs, il ouais, y a ton. On en parlera, je mettrai également le lien dans la description du podcast. Ton bento, pardon, je cherchais le terme en fait, où tu récapitules ouais, l'ensemble de tes canaux d'acquisition. ouais, c'est ça. Et ça reste LinkedIn. Et c'est marrant ce que tu parlais de Grégoire Gombato. Et si tu as découvert le personnage, forcément, tu parlais de récurrence dans la publication. Grégoire, c'est une vraie machine. Bon, il s'est Ouais. calmé, Ouais, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on va dire, au niveau du profil. Mais moi, c'est un profil que j'ai adoré, mais à une époque où LinkedIn n'était pas ce qu'il était finalement. Quoi, tu vois, c'est un c'est peu lui clair. qui a amorcé ce côté juste storytel à mort. Ouais, Et c'est cool. ouais, clairement. Et c'est cool. Donc essentiellement, LinkedIn, c'est noté. Yes. Après, moi en perso, je peux rajouter, j'ai check du coup YouTube. Alors, même si moi je suis pas un prospect pour du SEO en soi, je te suis plus genre pour la valeur, tout ce que tu partages sur le SEO. Et j'ai bien kiffé la petite vidéo lifestyle quand t'étais à Montréal encore, Ah ouais. genre une journée. C'est des trucs vraiment tout bêtes, mais je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense que les gens sont assez friands de ça, tout ce qui est voilà, voir les backstage, ce qui se passe derrière le Mhm. rideau. Je pense que ouais, c'est un truc Ouais. qui est intéressant et j'ai bien kiffé moi en perso. Ok, trop cool. Bah, c'est vrai que je vais peut-être en refaire une justement à Bali qui devrait être encore Ouais. plus sympa du coup, avec des vrais paysages et tout.
Mais carrément. ouais, c'était un test. Et ben tu vois, ça va exactement dans ce sens-là. Le fait que je veuille lancer aussi un podcast, Ouais. c'est que le Ah oui. podcast, par exemple, c'est pas comme ma chaîne YouTube où ça parle vraiment que de SEO. Mm. Le podcast, on va parler un peu de tout avec Antoine Verrière là. Et tu vois, par exemple, hier, on a enregistré un podcast sur le sport. Tu vois, en quoi ça nous aide au quotidien, même dans la Ouais, vie ok. pro. Qu'est-ce qu'on fait comme sport, comment est-ce qu'on réussit à tenir nos habitudes, etc. Et ça, c'est un truc que je kiffe parce que je me dis, ça peut intéresser des gens. Mm. Toujours faire un aspect un peu activable, donner des tips précis, toujours parler quand même de thématiques qu'on connaît, qu'on maîtrise, où on peut vraiment conseiller les gens. Mais après, c'est vrai que c'est aussi cool, je trouve. Enfin, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et j'aime bien justement quand tu commences à cerner des parties de la personnalité Ouais. d'une personne que tu Mm. suis en fait, et pas juste son expertise ou quoi. C'est aussi cool. Donc ouais, j'essaie d'aller dans ce sens-là un petit peu. Ouais, Ok, puis en plus, ça permet de donner un peu de proximité. C'est-à-dire que nous, voilà, on t'a jamais vu, on t'a jamais rencontré, mais finalement, on a un peu l'impression de te connaître via ces vidéos, ces vlogs. Donc, c'est hyper intéressant. Et Ouais. aussi, petite mention pour tes posts sur LinkedIn avec les NAS du SEO. Ça me fait particulièrement rire, mais c'est terriblement efficace. Donc, franchement, c'est top. Et t'as déjà eu des retours dans le sens, bon, c'est un peu limite ou des choses comme ça? Franchement, non. Puis, alors en fait, moi, je vois tout à travers mon prisme. Oui, Et ouais. si je voyais quelqu'un qui ferait ça, mais que je vois qu'il y a un vrai truc derrière, genre, à chaque fois que je dis les NAS du SEO, au final, je mets un peu, j'highlight, on va dire, une mauvaise pratique. Oui, oui. Et tu comprends un peu qu'il faut faire l'inverse pour que ça marche. Donc, au final, c'est comme s'il y avait un mini tips à l'intérieur quand même. Ouais. Ouais, Et c'est enfin, clair. moi, si je voyais ça, je sais pas, dans un autre domaine que je connais peu, genre l'UX, je sais pas, quelqu'un qui dit salut les NAS de l'UX, toujours en train de, j'en sais rien, mettre le texte toujours plus gros pour la lisibilité, alors qu'au final, l'internaute doit scroller 10 000 fois pour, enfin, je sais pas, tu vois, enfin, ça me ferait marrer, tu vois, je me Ouais. dirais, ok, il y a quand même un truc derrière, c'est pas de la violence gratuite. Et je t'avoue que c'est très bien parce que en ce moment, je suis dans mon rythme où je veux publier une fois par jour, donc en gros du lundi au vendredi, donc 5 fois par semaine. Ok. Il y a des soirs, je me retrouve, je sais pas, au restaurant avec des amis ou quoi, je me dis merde, j'ai pas fait le post. Ouais. Et là, je me dis ok, je vais faire un salut les nazes. Parce que trouver l'idée, ça prend quand même du temps parce que Ouais, clairement. j'essaie de trouver toujours un truc pertinent. Et là, je commence peut-être à en avoir fait le tour, je vais voir. Mais au moins en rédaction, en copywriting, ça va quoi. Ouais, tu as les méthodes, tu as les scripts, tu as les frameworks pour rédiger. Mais c'est vrai qu'après, quand tu es sur un cycle ou tout du moins une spécificité, tu as la pression que tu as pu faire le tour. Et tu commences à... Par le passé, tu avais vraiment un calendrier édito, parce que là, tu évoques un aspect un petit peu spontané, on va dire. Tu le fais un peu au flux tendu au jour le jour. Ça a été Ouais. différent par le passé et tu te retrouves, entre guillemets, à court. Et du coup, tu laisses partir la spontanéité. Ou enfin, comment Euh, tu appréhendes ce que tu parlais de ta récurrence en publication du coup, ouais. comment tu appréhendes ta strat vis-à-vis de tout ça? Ouais, bah écoute, je vais te donner tout mon process. Enfin, si on peut appeler ça un process, mais en tout cas, ça marche avec moi. En fait, bah, enfin, avant, c'était vraiment comme je disais au feeling. Donc, en termes de rythme, je me fixais aucun rythme, mais en réalité, je devais publier peut-être une fois par semaine, tu vois. J'étais à l'alternance et tout, puis je sais pas si je voyais vraiment un sujet intéressant, je me disais ok, je vais en faire un post, je pense que ça peut marcher sur LinkedIn, etc. Donc je vais en faire un post, ça peut être bien. Ok. Aujourd'hui, je me fixe vraiment, j'ai un rappel dans ma to-do list en fait, tous les lundis, tous les mardis, mercredi, jeudi, vendredi, qui me dit en fait prépare le post pour le lendemain. Mhm. Et donc en gros, je prépare tous mes posts la veille et je les programme en fait. En plus, comme je suis en décalage horaire ici, c'est Ah encore oui. plus simple où je les programme bah, en fait pour 16 heures à Bali et du coup ça se publie vers 10 heures en France quoi. Globalement, c'est un peu le truc. Et donc comme ça, j'ai toujours un peu un coup d'avance, je suis pas pris de court. Au niveau des idées, j'ai pareil dans ma to-do list plein de sous-tâches où en fait je note plutôt des phrases d'accroche. Tu vois, quand je pense à un truc, je me dis ok, il y a cet aspect peut-être de ma vie qui peut être sympa, un peu original, qui peut Mm. marcher. Enfin, un truc, je sais pas si je te donne un truc au hasard. Genre, bah, par exemple, en ce moment, j'essaye un truc de me réveiller sans réveil, tu vois. Ok. C'est un Ok. truc que j'ai jamais fait. J'étais plutôt team, je mets un réveil tous les matins à 6 heures, machin. Et au final, là, j'essaye de faire ça. Ça pourrait typiquement être un post LinkedIn, tu vois, où je me dis, OK, je vais le noter. Et puis, je referai un post plus tard, quoi. Puis, en gros, c'est ça. Et des fois, j'ai le rappel, faire le post LinkedIn. J'ai genre une dizaine d'idées. Et puis, en fait, je trouve une autre idée où je me dis, OK, je vais plutôt parler de ça. Donc, au final, j'ai toujours une dizaine d'idées de côté, on va dire, prêtes à être déployées, entre guillemets. Ok. Ok, ouais. Cool. Mais tu rédiges tes posts vraiment juste la veille, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ok. toujours la veille, en fait. Ouais, j'aime bien, comme ça fait des trucs frais aussi, un petit Ouais, peu. Bah ouais, oui, c'est oui. ça. Parce que je me verrais pas tout programmer à l'avance. Après, il y a un peu des posts, je pense, evergreen, comme on peut Ouais, bien dire en sûr. SEO. Mm. Genre des trucs qui marchent tout le temps. Ouais.
Mais c'est vrai que souvent, quand j'écris mes posts, c'est parce qu'en fait, la veille, j'ai scrollé LinkedIn, Ouais, t'as typiquement. vu un truc qui Et en t'a. fait, j'ai vu que quelqu'un a parlé d'un truc. Puis bon, Ouais. LinkedIn, l'expertise SEO, c'est pas 100% fiable. Il y a à C'est boire et à beaucoup pour le manger. clic aussi. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, ouais, je trouve, Non, je mais trouve je te des idées rejoins. comme ça, quoi. Je te rejoins sur cet aspect-là. Effectivement, sur tout ce qu'on va appeler tofu, enfin, les trucs généralistes, tu peux les programmer, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux quand même garder un lien avec l'actu, Ouais. que tu as constaté quelque chose dans ta veille, tu dois garder un peu de spontanéité. Il y a des gens qui sont hyper partisans de soulagez-vous en charge mentale, en programmant tous vos posts pour tout le mois. Ça me paraît difficile. Si tu veux Ouais, garder clairement. de la réactivité et puis même un attrait par rapport à l'actu, ça colle pas. Donc ton process est bon. Yes. Bah écoute, merci de valider ça, ça fait plaisir. Le validateur. Donc là, du C'est coup, on a pas mal abordé tout ce qui est succès et projet plutôt cool pour toi. Par contre, voilà, se lancer, c'est toujours un certain défi. Il y a pas mal d'apprentissage. Est-ce que tu pourrais nous partager à nos auditeurs certaines galères que tu as pu rencontrer sur ton parcours? Ouais, tout à fait. Alors en fait, je dirais qu'il y a deux galères, deux aspects de la galère que j'ai connue. Le premier aspect, c'est plus sur la partie globale freelance, positionnement, offre, qu'est-ce que tu vends, comment tu le vends. Et la deuxième, c'est plus sur l'expertise SEO en tant que telle, où tout simplement au début j'étais nul, quoi, comme tout le monde. Alors du coup, sur la première, la grosse limite, c'est qu'au début, mais je pense que c'est une étape limite obligatoire, c'est que je proposais un peu tout et n'importe quoi comme service. C'est-à-dire que, ok, j'avais de la rédaction web, une rédaction SEO, comme je vous disais au tout début, mais en réalité, je proposais aussi du copywriting, de la rédaction de posts LinkedIn. J'avais aussi un client au moment sur du Facebook Ads. Genre, je m'étais essayé à ça, alors que bon, ça nécessite clairement une expertise pointue comme le SEO en fait. Mais je proposais un peu tout et aussi, bon, d'un côté parce que je commençais à être freelance et puis quand tu commences à être Il freelance, faut tu te prendre tout ce dis qui passe bon, limite. ouais, voilà, déjà d'un point de vue chiffre d'affaires, tu as envie de faire le max et tout parce que c'est un peu un jeu au début et puis aussi parce que ça te permet de découvrir un peu tout au final. Mm. Donc bon, mais après ça allait avec mon pricing aussi, c'est-à-dire que j'ai proposé du Facebook Ads alors que j'étais clairement noob dedans, mais au final mon pricing était noob aussi, donc bon, c'est l'offre et la demande, on va dire. Donc donc ça, première erreur, quoi. Et maintenant, je vois bien la différence. Les gens ils m'identifient clairement comme expert, je sais pas, mais en tout cas consultant SEO, spécialisé SEO, et peuvent se tourner vers moi de manière assez naturelle, voire me recommander en fait à d'autres gens qui me connaissent pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux difficilement avoir en étant couteau suisse, quoi, parce que t'as pas de marque forte, de positionnement fort, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, malgré ton jeune âge, on peut te percevoir clairement comme un senior dans le domaine du SEO maintenant. Et en même temps, ce que tu nous as amené comme une galère, moi, ça me paraît un parcours normal. Si tu te lances en tant que freelance, tu ne peux pas, avant d'avoir constitué un folio de clients assez solide, être spécialiste. C'est la bonne strate dans l'absolu. Mais si tu es capable, entre guillemets, d'assurer financièrement à côté, tu peux te dire, je me focus dès le début en tant que spécialiste et ça prendra le temps que ça prendra pour que je devienne top of mind dans ce registre-là. Et par contre, voilà, pour moi, ce que tu as partagé, c'est ni plus ni moins que ce que la majorité des gens doivent faire parce que avant d'être spécialiste, eh ben, il faut choper des clients. Et si t'es pas, ou si tu te destines pas dans cette branche-là spécifique, tu parlais d'ads ou de ce genre de choses, eh bien, c'est OK. Ça fait partie du parcours finalement. Ouais, clairement, même moi, personnellement, je me reconnais vraiment dans ça, parce que du coup, on a un peu le même parcours, alternance, moi, du coup, en agence de marketing. Et après, du coup, pareil, j'étais un peu donc en freelance en parallèle, puis après, je me suis lancé. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, c'est un peu ça. Alors, tu prends vraiment tout ce qui passe pour essayer de faire grossir le chiffre d'affaires. Et puis, au fur et à mesure, clairement, je pense que c'est vraiment intéressant de se positionner comme, dans un domaine. Tu vois, toi, le SEO, les ads, Jérôme, ça serait le community management, par exemple. Tu vois, vraiment se positionner et être reconnu dans ce que tu fais. C'est clairement plus intéressant qu'aller choper un peu tout partout, quoi. Mais vous voyez, moi, je suis quand même, en fait, je dirais qu'il y a certains domaines où j'ai bien fait de proposer ça. Genre, typiquement, la rédaction de post LinkedIn, parce que tu prends pas trop de risques. Je dirais la rédaction web aussi, parce que facilement, tu peux devenir assez rapidement bon, je trouve, en tout cas. Mais par exemple, les Facebook Ads, ça reste pour moi une erreur parce que vraiment, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si je vous raconte le truc, c'est que j'envoyais plein de messages sur LinkedIn. Et en fait, avec Prospectine à l'époque, du coup, Wallaxy aujourd'hui, et c'était des messages automatisés, mais bon, déjà des messages un peu pourris, genre je suis consultant en marketing digital, est-ce que vous avez besoin de services, quoi. Enfin, vraiment pas du tout spécifique. Et je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai vraiment trouvé quelqu'un. On a fait 0 call, genre aucun appel, rien du tout. Et le mec m'avait confié son compte
Facebook Manager là, avec son budget, sa carte et tout, et il me payait, je sais plus moi combien, mais quand même une bonne petite somme par mois pour la gestion de la campagne. Et ça, par contre, je regrette vraiment parce que je trouve que c'est bien de se diversifier, mais là, je suis allé peut-être un peu trop vite sur le fake it until you make it. Et aujourd'hui, non mais c'est vrai, je l'avoue quoi. Mais aujourd'hui, je suis à l'opposé de ça quoi. C'est-à-dire que vraiment, et à ce moment-là, pour être honnête, je me sentais même pas très bien de garder ce client-là. Je me disais, mais parce que je me formais un peu en parallèle sur Udemy et tout, mais bon. Oui, t'avais le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais à raison quoi. Il était légitime le syndrome de l'imposteur, je pense. Et du coup, ça s'est fini comment cette histoire? Bah, au final, ça s'est fini bien. En fait, il m'a juste dit, bah Paul, voilà, on fait la campagne, t'as fait d'autres choses pour moi, etc. Mais bon, moi, bah en fait, le ROI est pas intéressant, ce qui était logique. Et puis du coup, on a juste arrêté la prestation, même pas en mauvais termes en fait. Hein. D'accord. Mais bon, ça, je dirais que c'est l'aspect où je regrette. La rédaction post LinkedIn, etc. C'était cool. Le copywriting, c'était sympa aussi. J'avais eu des bons retours, des bons résultats. Mais bon, Facebook Ads, voilà, en fait, c'est comme si j'avais commencé dès le début à proposer genre une campagne de netlinking, un truc assez technique en SEO, alors que j'étais pas compétent. Ouais. Je pense qu'avec du recul, j'aurais pas dû, mais bon, c'est l'apprentissage, on va dire. Exactement, une Clairement. expérience. Ça te plaît C'est pas ça. ou c'est pas ce que tu veux faire et t'apprends, tu te focuses sur d'autres choses. Clairement, je pense que Ouais, c'est clairement. ce vers quoi on veut tous tendre en tant qu'indépendant, je pense. Donc c'est cool. En tout cas, grosse Ouais. transparence de ta part. On te remercie pour ça. Donc ça, c'était Ouais, une de tes galères, on va dire. Est-ce que tu en aurais d'autres à nous partager? Ouais, bah du coup, ça c'était on va dire la galère positionnement du début en tant que freelance. Après, l'autre galère, c'est plus d'un point de vue SEO, mais c'est pareil, ça fait partie du chemin classique de l'apprentissage. Mais en fait, au début, j'avais peu de connaissances et j'étais en contact avec un gars qui faisait plutôt du Black Hat. Donc, pour rappel, pour les gens qui connaissent pas, Black Hat, c'est vraiment ne pas respecter les règles de Google. Bon, en réalité, personne les respecte à 100%, et c'est vraiment faire exprès d'aller à l'encontre en automatisant, créant du contenu automatisé, etc. Et donc, j'ai fait du Black Hat. Et en plus, à l'époque, il y avait même pas ChatGPT, etc. Donc, en gros, je faisais vraiment ce qu'on appelle du spin de contenu ou de la traduction de contenu de anglais vers français. C'était vraiment assez crade. Et donc, j'ai fait un site comme ça, où au début, c'était un site tout gentil de développement personnel, où je faisais mes propres articles, etc. Et c'est devenu quelque chose de vraiment pas incroyable. Et au final, les résultats SEO étaient vraiment pas top, parce que quand tu fais ça, bah, évidemment, t'as pas les meilleurs résultats, ou alors faut le faire, mais être vraiment bien connaître. Et moi, j'étais pas du tout expert Black Hat. Donc voilà, en réalité, ça c'était la deuxième erreur, c'était peut-être de essayer d'aller trop vite en SEO, quitte à trouver des techniques que je maîtrisais pas, avec des trucs automatisés un petit peu, traduits, qui au final rankaient pas du tout, quoi. Et après, bah, heureusement que j'ai fait ça sur un de mes sites. J'aurais jamais fait ça sur un site d'un client. Mais après, ça m'a permis d'apprendre aussi, de voir en direct ce qui marchait pas et d'essayer de comprendre pourquoi, quoi. Ok, donc ça t'a amené à développer des stratégies. Et ça m'amène aussi, on va dire, à un autre aspect, une autre question que je voudrais voir avec toi. Donc, tu nous as partagé aussi bien des succès que des petites galères. Tu as vu comment évoluer. Est-ce que tu pourrais justement nous partager ta manière de surmonter tout ça, les strates que tu as pu mettre en place, l'approche que tu as pu avoir, ou même parler de mindset vis-à-vis de tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager vis-à-vis de... Tu as eu ce constat à un moment donné par rapport à ton expérience pro. Comment tu as upgrade tout ça, on va dire? Ouais, ben en fait, j'avais pas de process vraiment précis, mais en tout cas, ça s'est bien déroulé puisqu'au final, je trouve quand tu as un problème dans une thématique, que ce soit le business, le positionnement, le SEO, tu as tout intérêt à en parler rapidement à des experts autour de toi et eux auront sûrement la réponse en fait. Et donc, par exemple, pour la problématique plutôt SEO que je viens de décrire, au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à l'agence à peu près au même moment en fait. Donc, j'avais fait mon site pas ouf. Je suis arrivé à l'agence et là, j'ai commencé à faire des choses vraiment plutôt white hat, orientées valeur du contenu, etc. Et au final, j'ai vu que ça avait marché. Et parce qu'au final, j'ai discuté de ce projet-là avec des gens qui étaient plus seniors que moi, quoi. Je leur ai dit, bah voilà, moi j'ai fait ça n'a pas marché, etc. Après, j'ai commencé à faire plutôt l'inverse au final. Et j'ai vu que c'était vraiment le jour et la nuit en termes de résultats SEO. Et c'est aussi ce qui m'a permis au final d'obtenir des bons résultats sur paulvengeon.fr, mon site vitrine. C'était un peu mon test en fait en parallèle de l'alternance de l'agence. J'appliquais un peu tous les meilleurs conseils que je prenais à l'agence et puis je les appliquais sur mon site. Donc au final, oui, je pense que c'est identifier pourquoi ça n'a pas marché. Pour moi, c'est essentiel. Et souvent, des gens experts sauront mieux vous le dire que vous qui commencez. Et vous allez peut-être vous faire des petites hypothèses, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez pas trop. Ok. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, je pense que si vous lancez dans un domaine et que voilà, vous voulez
voulez vous développer, apprendre plus, tester, aller un peu plus loin, vous trouverez toujours quelqu'un dans votre entourage. C'est pour ça, poster sur LinkedIn, échanger avec des gens, c'est tout bête, mais vous trouverez forcément quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, même si c'est pas directement son secteur d'activité ou quoi. Vous aurez toujours d'autres réponses, vos réponses en échangeant avec des gens, et clairement trop cool de. Le process, c'est pareil, tu vois, en agence, tu t'es confronté, tu collabores avec des experts, des gens qui taffent, qui sont chauds là-dedans dans un domaine. Tu échanges avec eux, ça se passe bien, ils t'apprennent des trucs, tu leur apprends sûrement aussi des trucs. Donc, top. Ouais, c'est ça, c'est un échange. Tu prends des compétences des autres, tu apprends de tes erreurs, et puis au final, ça t'amène là où tu en es aujourd'hui. Donc, franchement, super partage d'expérience. Peut-être que tu vas te faire servir à manger, j'ai l'impression que tu es dans un restaurant. T'as bien raison, à Bali. Non, je suis pas dans un restaurant, mais du coup, comme je voulais raconter, je viens d'arriver là à l'hôtel. Donc j'ai essayé de trouver un endroit le plus calme possible, mais il se trouve que je suis dans l'accueil de cet hôtel-là. D'accord. Alors j'ai trouvé un endroit, je suis super confort, mais c'est vrai qu'il y a un peu des gens qui passent. Alors j'espère que le micro-cravate va... Alors, je t'avoue que je suis pas expert en animalerie, mais je pensais que les poules, moi, ça chantait au réveil, en fait, au matin. Mais chez toi, c'est plutôt le crépuscule, non? Si je suis pas trop mauvais en... C'est exactement ça. Et le pire, c'est que tu as un animal très rare ici qui s'appelle le scooter, et il chante toute la journée. Excellent. Et ça, c'est vraiment le pire. Non, mais en plus, pour faire le lien avec ça, autant que le bruit ambiant serve à faire le lien avec quelque chose d'intéressant. Wow. Je suis parti de... En fait, donc là, je suis à Bali en ce moment. Il y a plusieurs villes. Et donc, il y a Canggu, qui est la ville vraiment la plus touristique, où tu as tous les coworking, tous les cafés, tous les beach clubs, etc. Et donc ça, c'est vraiment hyper bien pour rencontrer des gens. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de SEO francophones ici, et c'était chouette. Okay. Par contre, c'est vrai que souvent, quand tu penses à Bali, tu penses aux cascades, aux rizières, aux plages tranquilles, et c'est clairement pas là que tu vas le trouver. Et c'est pour ça, donc j'ai fait 1 mois à Canggu, et là, du coup, on fait 1 mois plutôt à Ubud, qui est une ville pas très loin. Et du coup, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment beaucoup plus nature. Et puis voilà, quoi, c'était pour faire le lien, le petit storytelling. Et pour refaire la passerelle là-dessus, c'est parfait, la transition est parfaite. Parce que du coup, récemment, j'ai vu un de tes posts LinkedIn, pareil, qui parlait, on s'imagine Bali, le rêve pour les digital nomades. On est là, vous avez des coworking partout, des digital nomades partout, c'est super pour taffer et tout. Mais tu dis que c'est pas forcément la réalité, que finalement, t'es vite distrait, il y a plein de trucs à faire, à visiter, culturels, des sorties ou quoi. Du coup, comment ça se passe, toi, alors, dans un premier temps, si tu nous parles de là, ton expérience à Bali, mais un peu plus précédemment, de ton côté, ta routine, entre guillemets, productivité, comment ça se passe et comment tu gères ça, donc d'un côté à Bali et d'un côté quand tu es chez toi ou autre part? Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal de Français de SEO, et il y en a quelques-uns qui me disaient, mais en fait, Paul, est-ce que ça te fait pareil depuis que t'es là? Nous, on n'arrive pas à travailler, quoi. Okay. Et c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère. En fait, t'as 1000 trucs à faire, notamment à Canggu. Alors, t'as plein de coworking, ça c'est clair, mais t'as aussi plein de distractions. Et tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais à Canggu, juste à côté de chez moi, il y avait genre le plus grand beach club du monde, un truc comme ça. Oui, parce qu'ici, c'est un peu le truc, les beach clubs, quoi. C'est des énormes boîtes où t'as carrément des combats de MMA qui sont organisés dedans et tout. Enfin, c'est un bazar sans nom. Et genre, le beach club, c'est un village entier, quoi. C'est vraiment abusé. Ouais. Et bon, moi, je suis pas trop fêtard, donc ça va. Mais j'en ai vu 2-3 des SEO, je les nommerai pas parce qu'ils sont assez connus, mais ils sont un peu fêtards, et eux, du coup, ils galèrent un peu, quoi. Et donc, du coup, la réponse par rapport à ça, c'est qu'au final, c'est super bien quand tu as un peu une routine, je dirais, digitale. Typiquement, moi, j'ai ma to-do list, et en fait, j'ai un process assez carré où, au final, tous les mois, je suis obligé de réaliser mes prestations clients. Et donc, tu vois, en fin de mois, à chaque fin de mois, je distribue les différentes tâches que je dois faire sur les 4 semaines du mois qui suit. Et pareil, en fin de semaine, je distribue, on va dire, les tâches de la semaine qui suit sur les jours de la semaine. Okay. Et en fait, ça me permet d'être un peu toujours organisé et de dispatcher comme ça les missions. Et au final, tout simplement, je me réveille, donc en ce moment sans réveil, je me réveille, je me connecte, je regarde ce que j'ai à faire, et puis je le fais, quoi. Puis il n'y a pas trop de discussion. Et après, en termes d'environnement, tu vois, je travaille même pas dans des coworking ou quoi. Là, j'étais en ce qu'on appelle en guest house, donc comme une petite une maison partagée entre guillemets. Je bossais sur un canapé. Enfin, je suis pas trop difficile par rapport à ça. Mais ouais, je pense que c'est hyper important d'avoir une to-do list, je pense, et de se fixer des objectifs journaliers, surtout quand tu es freelance, et encore plus quand tu es à l'étranger
et Ouais. qu'il y a des palmiers et des beach clubs partout, Ouais, quoi. la tentation est Forcément, partout. Ouais, parce que je t'avoue que tu développes ma curiosité entre le fait, à juste titre, de profiter du site dans lequel tu te trouves à une époque de ta vie et de pouvoir garder contact avec tes clients, ce que tu as besoin ponctuellement de faire des calls ou des visios. Et est-ce que tout ça devient, entre guillemets, facilement envisageable? Parce que si tu travailles avec un Européen, bah forcément, tu vas prendre contact avec lui s'il souhaite t'avoir à 14 heures en soirée. Et peut-être qu'en soirée, tu souhaitais profiter un petit peu, je sais pas, des activités de là où Beach tu te club. trouves. Et puis si en même temps, tu as ta routine sportive, enfin, comment tu arrives à croiser tout ça en étant sur des fuseaux horaires qui sont pas forcément les mêmes que ceux pour les personnes avec qui tu bosses? Ouais, bien vu. Ouais, bah, en fait, c'est super intéressant comme question parce que avant d'aller à Bali, en fait, mon premier voyage, ça a été de partir au Canada. Et j'avais le même problème, c'est qu'en fait, tu as 6 heures de décalage, mais bon, dans l'autre sens. Mhm. Donc en fait, la France est en avance par rapport au Canada. Et en fait, c'était une question que je me posais. Sauf que, en réalité, tu vois, par exemple, même avec mes clients, j'ai très peu d'appels en live. À part s'il y a des points hyper hot, entre guillemets, Mhm. hyper urgents à régler. Par exemple, en ce moment, j'ai un client qui fait une refonte technique. Bon, ça, en SEO, c'est le genre de sujet, faut pas déconner avec, quoi. Mhm. Faut vraiment suivre ça de très près. Il y a des points avec le développeur et le client en même temps, etc. Donc, pour ce genre de choses, je fais vraiment des calls. Mais pour le reste, en réalité, j'ai toujours pris l'habitude, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus pratique, par exemple, euh, si je livre un audit technique à un client, de lui faire un loom, une vidéo partage d'écran, qu'il peut regarder en fait quand il veut, et puis après d'être en contact avec lui sur WhatsApp pour faciliter les échanges, plutôt que de faire un gros visio, présentation, où il faut que tout le monde soit dispo en même temps, etc. En fait, même en France, j'avais un peu une logique asynchrone, entre guillemets, et ça s'est donc très bien exporté en fait pendant mes voyages. Et après, effectivement, hein, quand faut faire des appels, bah, comme là pour le podcast par exemple, il faut trouver un créneau. Donc, comme je suis à Bali, c'est plutôt la matinée en France que je peux faire les appels, puisque du coup c'est l'après-midi à Bali et qu'après bah c'est la nuit malheureusement, quoi. Ok. Donc donc franchement non, ça s'est plutôt bien exporté à l'étranger, on va dire. Et après pour ce qui est des routines sportives, franchement ça, par exemple le sport ou même ma communication sur les réseaux, au final que je sois en France ou ici, ça change rien, si ce n'est que je vais programmer un peu les posts à l'avance, comme je disais, à 16 heures heure de Bali pour que ce soit 10 heures heure française. Mais franchement ça c'est vraiment l'aspect le plus simple. En réalité c'est des cases à cocher dans la to-do list, quoi. Ok. Ok. Et si tu avais genre 2-3 tips vraiment purs et durs de productivité ou qui te servent à toi dans ta journée pour voilà, être plus productif ou t'améliorer ou voilà, en dev Ouais. perso, tu parlais du sport, je pense que ça, ça Mhm. peut être un aspect intéressant, mais voilà, si tu as 2-3 tips à donner, on est preneur. Ouais, bah déjà effectivement, je pense qu'il faut commencer par la base, le bien-être global. Mm. Donc pour moi, c'est activité physique régulière ou au moins bouger dans la journée. En tout cas, Ouais. pour moi, je sais que c'est essentiel. Ensuite, bah évidemment, l'aspect nourriture, hein, là, j'ai eu une période, je suis arrivé sur Bali où je me suis fait un peu plaisir avec des burgers et des pizzas. Ma productivité en était impactée, je peux vous le dire. donc, donc, on voit clairement que voilà, ça a aussi un impact. Et puis le sommeil, évidemment, je pense que c'est le plus gros facteur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base des bases, essayer de surveiller ces 3 points-là, Ok. activité physique, sommeil et alimentation. Et ensuite, pour moi, tu as le fait de mettre une to-do list. Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est vraiment fondamental. Ouais. Je pourrais pas travailler au feeling et arriver devant mon ordi et me dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, essayer de repenser à tous les projets clients, voir ce qui est le plus urgent, etc. Quand c'est fait à l'avance, je trouve que on se libère une pression. Ouais, clairement. Et après, d'un point de vue, quand on est dans le dur, vraiment en train de travailler, évidemment, le téléphone, pour moi, il doit être loin ou voilà. Et moi, j'aime bien même mettre un chronomètre, en fait. Pas forcément en mode je m'oblige à travailler au minimum 40 minutes en deep work d'affilée, Mm. mais plus pour voir combien de temps je passe sur chaque chose. Ouais. Est-ce que je pourrais pas aller plus vite? Et ça me permet aussi de m'y retrouver d'un point de vue rentabilité horaire en tant que freelance, en fait, à la fin du mois, quoi. Ok. Voilà. Et juste dernier tip, pour ceux qui ont vraiment du mal, je dirais, à se concentrer, qui par exemple sont chez eux en télétravail, j'en sais rien, et qui vraiment ont du mal à se focaliser sur une tâche et à pas partir sur les réseaux sociaux ou quoi. Le Pomodoro, ça peut être pas mal. Se forcer en gros à travailler 25 minutes d'affilée, faire une petite pause de 5 minutes, etc. Je faisais beaucoup ça au début et ça m'a vraiment aidé, je pense, à développer la compétence deep work entre guillemets, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est un bon début, comme tu le dis. Et au fur et à mesure que tu as pris l'habitude de te focus sur une tâche, j'ai arrêté Pomodoro parce que je me disais les 25 sont pas suffisantes. J'arrive à avoir un état de deep work plus long.
Donc voilà, c'est dommage de de m'offrir une pause entre guillemets à 25 minutes de travail si je peux aller au-delà. Mais en tout cas, oui, au début, si tu as besoin de, entre guillemets, reformater ton cerveau vis-à-vis de tout ça, Pomodoro, c'est un bon point de départ. Je suis OK avec ça. Et puis même la façon dont tu parlais, de chronométrer tes tâches, etc. En plus, on en parle donc dans le dernier épisode du podcast avec plein d'outils ou quoi de productivité. Et je sais que moi, en perso, j'utilise Toggle. Je sais pas si tu connais. Et ben, j'utilise exactement le même. Et ben voilà, très bien. Et ben écoute, je trouve ça top et c'est vraiment un outil super cool. Vraiment, c'est tout bête, tu vois. Tu mets juste tes clients, tu t'y retrouves. Voilà, si tu passes 15 ans sur une tâche, là où tu devais en passer 3 heures, enfin voilà, tu peux mesurer ça simplement et voilà, l'outil est top. Donc je vous invite j'ai aucune action chez eux, mais vous pouvez aller faire un petit tour, c'est top. Ouais, franchement, l'outil est trop bien. Et bah d'ailleurs, pour la to-do list, moi j'utilise Todoist, donc en fait to-do list sans le L, qui est vraiment cool, notamment pour se mettre des tâches récurrentes, etc. Et qui d'ailleurs, pour les petits rats entre guillemets, ils ont un plan gratuit qui est quand même cool. Et gratuitement, vous pouvez aller quand même, je trouve, assez loin. Donc ça peut être un bon moyen de mettre, de commencer en fait à traquer un peu ce qu'on fait et à se fixer des to-do list, quoi. Ok, top. Super, merci Paul pour tout ça. Maintenant, on va profiter de ton expertise SEO pour aller gratter quelques tips spécifiquement en SEO, si toutefois tu nous fais cet honneur. Évidemment, ça sera 47 €, mais il n'y a pas de souci. J'envoie un pigeon voyageur à Bali dès maintenant, avec le chèque. Ça marche. Mais ouais, avec plaisir. Si tu as quelques petits tips ou quoi, alors peu importe le format, mais pareil, comme la productivité, un ou deux tips. Après, c'est vrai que si tu peux éviter les black hats dans ce podcast, après on pourra faire en off, il n'y a pas de souci, mais là, plutôt... Alors, premier tip, vous prenez un site américain, copier-coller DeepL, publier. Premier instant. Non, mais en réalité, je vais un peu faire le tips 20-80 pour moi, ce qui est vraiment essentiel et ce qui est raté par la plupart des sites clients que j'audite ou que je pré-audite. C'est souvent la réponse aux intentions de recherche. Souvent, on se dit, en fait, pour être bien positionné, il faut répéter le mot-clé principal, etc. Et c'est vrai, notamment optimiser son title, par exemple, mettre son mot-clé principal dans le title, c'est super puissant. Mais souvent, je trouve que les gens passent à côté de la notion de l'intention de recherche. Et donc, en fait, l'intention de recherche, c'est quoi? C'est essayer de comprendre ce que l'internaute attend en tapant le mot-clé que vous souhaitez cibler avec votre page et donc à répondre à ses attentes du mieux possible. Et donc, typiquement, j'avais un client, comme je disais, dans la nutrition. Si, par exemple, on tape whey protein, j'en sais rien. Alors, tapez pas whey protein parce que c'est un faux exemple, donc peut-être que ce que je veux dire, ça s'applique pas. Mais c'est pour donner un exemple. Ou on va dire thé vert, parce que thé vert, je sais que c'est ça. Google, il va faire remonter, par exemple, des articles qui vont faire un guide complet, en fait, sur le thé vert, typiquement, avec les bienfaits, pourquoi pas, combien en prendre, à quel moment en prendre. Et votre job, en fait, c'est de produire une page avec des conseils pertinents qui répondent à ces questions-là, en fait. Et donc, il y en a qui le font quand même, qui se disent, OK, il faut que ma page apporte de la valeur. Alors, je vais regarder quelles infos les concurrents mettent en avant sur leur page et je vais mettre globalement les mêmes choses. Et il y en a très, très peu qui vont au-delà de ce que font déjà les concurrents. Et donc, pour aller au-delà, il y a une réflexion toute simple qui est de se mettre à la place du persona, en fait, avant même de regarder les contenus des concurrents. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et c'est ce qui, je pense, me permet d'avoir des contenus meilleurs que les concurrents. C'est que vraiment, avant de regarder leur contenu, je me dis, OK, je me mets à la place du persona. Si la personne, elle tape agence SEO, elle a peut-être envie de voir d'un coup quelles sont les meilleures agences SEO. Donc, peut-être que je peux faire un classement qui est intéressant. Peut-être qu'elle a envie de savoir comment travaille une agence SEO. En gros, c'est quoi les étapes? Je sais pas, audit technique en premier, après campagne de contenu, etc. Peut-être qu'elle a envie de savoir combien ça coûte à peu près, quitte à donner un prix moyen et à dire que ça dépend au cas par cas. Peut-être qu'elle a envie de savoir combien de temps ça dure un accompagnement moyen avec une agence SEO, avec quel profil est-ce qu'elle va travailler, est-ce que va y avoir un head of SEO, est-ce qu'il va y avoir plutôt des gens spécialisés en rédaction, etc. Enfin bref, vraiment couvrir toutes les questions autour de l'intention de recherche. Donc ça, c'est pour les mots-clés un peu informationnels où l'internaute attend de l'information, du texte, mais ça s'applique aussi aux mots-clés plutôt business et page produit typiquement. En fait, sur une page produit, on va pas se mentir, quand la personne tape acheter thé vert, par exemple, ce qu'elle attend principalement, c'est juste un bouton acheter, elle va comparer les prix, etc. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez déployer. Typiquement, je sais pas si la page, c'est une page catégorie,
vous pouvez être plus pertinent que les concurrents de par les filtres e-commerce que vous déployez en fait. Typiquement, j'en sais rien, un filtre qui en 2 secondes permet à l'internaute d'avoir uniquement sur la page catégorie les thés verts qui sont bio par exemple ou qui sont, je sais pas, agriculture responsable, des choses comme ça. Et donc ça s'applique vraiment aussi à la logique e-commerce. Et évidemment, vous pouvez aussi ajouter du texte en dessous de vos pages produits, pages catégories, pour guider l'internaute dans le choix en fait, ou lui donner plus d'informations sur le mode de production de vos produits, etc. Donc bref, je trouve qu'on a toujours des choses à faire, on peut toujours aller plus loin. Ouais. Et le dernier aspect aussi pour traiter les intentions de recherche, en dehors du listing d'informations ou de réponses aux attentes que vous allez faire, c'est aussi la manière dont vous allez les amener sur la page et la manière dont vous allez simplifier tout ça. Typiquement, si je reprends l'exemple du thé vert, où on va se retrouver avec un énorme guide de 5000 mots, évidemment que c'est hyper intéressant de mettre en haut de page une petite vidéo, pourquoi pas résumée en 5 minutes du thé vert, de ses bienfaits, etc. Voire un petit quiz ou une liste à puces tout simplement de résumé d'informations. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les internautes, ils vont rarement lire les 5000 mots que vous avez sur votre site, sur votre page. Et pareil, mettre en gras les informations essentielles. Pour moi, c'est vraiment le tips global, c'est faire en sorte de faire des pages qui ont vraiment de la valeur et qui matchent avec les attentes des internautes, tant sur le fond que sur la forme et le format de la page en fait. Ok. Donc tu vas vraiment te mettre dans la tête des internautes, des utilisateurs, pour voir voilà, ce qu'ils pourraient taper et adapter ton contenu en conséquence, quoi. Ouais, c'est vraiment la base du SEO, quoi. Pensez aux internautes avant de penser à Google. Et quand vous faites ça, au final, Google va très bien voir, notamment avec Chrome, quels signaux les internautes envoient sur votre page. Est-ce qu'ils restent longtemps? Est-ce qu'ils scrollent jusqu'à la fin, etc. Et ça, au final, ça va vous permettre aussi de ranker mieux. Donc en fait, tout est vraiment lié, quoi. Okay, c'est un peu, si j'ai un parallèle à faire, parallèle sur LinkedIn, on a souvent là, par exemple, l'algorithme il booste quand on met les liens, par exemple, en commentaire et pas dans le post en lui-même. C'est donc Alix Villon qui en parlait, je crois, durant un de ses lives LinkedIn. Il disait ok, c'est cool, l'algorithme, ça favorise sûrement l'algorithme, mais du point de vue expérience utilisateur, du moins, c'est chiant pour l'utilisateur d'aller dans les commentaires. Donc vaut peut-être mieux négliger un peu cette partie, mettre son lien dans son post, quitte à ce que l'algorithme booste un petit peu moins, mais au moins c'est plus cool et vous aurez sûrement plus de clics. Donc là, l'algorithme va peut-être pouvoir vous mettre plus en avant, quoi. Voilà. Typiquement, c'est un peu la même chose. Je suis 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça fait peut-être depuis que j'ai recommencé à publier vraiment de manière régulière, donc il y a peut-être 2-3 mois, que maintenant je mets vraiment tous mes liens comme ça dans le corps de texte. En plus, ça te fait l'encart YouTube et tout. Enfin, c'est chouette. Les gens peuvent limite consommer ta vidéo YouTube direct dans LinkedIn. Donc franchement, c'est tout bénef. Ouais. Ok. C'est cool. Un grand merci, Paul, pour tout ça. Ouais, en tout cas. c'est cool. Franchement, Est-ce que tu souhaites amener un mot de la fin? Parce que nous allons gentiment approcher de la fin. Ouais, moi, j'en ai un, c'est bon. Un mot de la fin. Ouais, je dirais, c'est le rituel. Oui, si c'est le rituel. Ok. Le mot de la fin. Pensez aux intentions de recherche, quoi. Je vous ai fait toute une rengaine là-dessus. Pensez aux intentions de recherche. Et surtout, faites attention au Beach Club. Voilà. si vous faites les deux, vous allez avoir un SEO de malade. Tu m'as volé mon mot de la fin. En mince. Est-ce que tout le monde doit en dire un? Oui, tout le monde en dit un. C'est bon, j'en ai un que je vais dire en premier pour éviter de me le faire voler, qui est Scooter. Oh, j'en étais sûr, je voulais dire. Ça pré-shot à tout. C'est infernal. Les garçons, je vous ai posé une colle. Allez, go. Ça réfléchit dans le studio. Et moi, je vais avoir une vraie rêve. J'espère que ça te fera plaisir, Paul. Je vais dire Subway, parce que dans ta vidéo à Montréal, tu avais pris un petit Subway. Oui. Donc voilà, une petite rêve. Oh, ça, c'est une référence absolue, là. Franchement, le GOAT. C'est le boss. Voilà, c'est ton tour. Moi, je vais être court pour. Je vais dire un grand merci. Voilà, merci. Merci, Paul, par rapport à tout ce que tu as restitué. Moi, tu es vraiment un profil, même si je ne suis pas spécialisé SEO, que je prends grand plaisir à suivre. J'ai pris aussi pas mal de plaisir à découvrir Minimal Viable Podcast, qui est un nouveau projet. Trop cool. Tout ça, naturellement, on va le partager en description du podcast. On va même faire une fleur. D'habitude, on incite les gens à s'inscrire à la newsletter pour récupérer les liens, mais là, il n'y a pas moyen. Tout sera dispo dans la bio. Pas besoin de s'inscrire à la newsletter, mais vous pouvez le faire si vous le voulez. Donc un grand merci à toi. Je te souhaite le meilleur par rapport à tout ça. N'hésite pas, comme tu l'évoquais, à partager ton expérience sur Bali avec des vlogs et tout ça. Ce sera super plaisant, super inspirant. Et puis... Avec plaisir, ouais. Rendez-vous à Bali en 2024. C'est le projet perso. C'est ton goal? Projet perso. Ouais, j'avais dit 2023, mais
petit projet perso qui m'empêche de partir même une semaine. Donc 2024. Le Beach Club, c'est pour toi, quoi. Le Beach Club, c'est pour moi. Je prendrai les adresses en privé. Il va prendre tous les beach clubs. Il va être premier sur Beach Club Trendy. Le mot-clé. Ok, donc Non, mais trop cool. c'est cool. Mais un grand merci à vous, les gars. Franchement, c'était top. Humeur à fond, ambiance à fond. C'était vraiment super sympa. Moi, j'ai grave kiffé. Et ouais, bah du coup, on se dit à la prochaine. Adorable. Yes. À la prochaine. Merci à toi, Paul. Merci salut. à vous pour votre écoute. Gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.